Donc, merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Alors, sachant que c'est un webinaire un peu particulier parce que on l'a imaginé plus particulièrement à destination des personnes qui ne connaissent pas l'approche de Palo Alto. Et donc, pour ceux qui sont déjà formés, il risque d'y avoir un peu de redites pour vous. Mais en fait, aussi avec l'approche de Palo Alto, on sait bien que la redite fait partie de l'apprentissage, parce qu'à chaque fois qu'on entend les choses, on y découvre finalement des dimensions nouvelles. C'est un peu ce qui est extraordinaire avec cette approche. Et en ce qui me concerne, ça fait peut-être 25 ans que je la pratique. Je ne suis pas inquiet parce que je me dis que j'en ai encore pour les 150 ans qui viennent à pratiquer cette approche de Palo Alto parce que j'ai l'impression qu'elle est en fait assez infinie finalement. On fait toujours des réglages très subtils dans notre manière de réaliser les interventions. Et je vois que Jérôme acquiesce, donc je pense que cet avis est un peu partagé. Donc l'idée, c'était quand même de faire une présentation générale et je pensais à ce webinaire tout à l'heure en m'y préparant. Et je me disais, oui, mais bon, quand même chaque présentation, même si c'est une présentation pour des personnes qui ne connaissent pas l'approche, je pense que dans ma manière de dire les choses, je dis toujours les choses aussi avec une légère différence, j'insiste pas. Enfin, en fait, je ne peux pas m'empêcher de partager, en fait, à chaque fois, l'état actuel de ma connaissance ou l'état actuel de mon expérience dans la pratique de l'approche de Palo Alto. Et Dieu sait de combien depuis cet été, je peux mettre l'accent sur la dimension interactionnelle. Alors je vais y venir plus particulièrement en présentant l'approche elle-même, mais j'ai l'impression que finalement toute l'approche a tendance à se condenser en fait sur cette dimension interactionnelle dans laquelle bien on essaye de définir la relation avec ceux qui nous entourent et puis de trouver un moyen de modifier cette relation. Mais je vais éclairer tout ça dans les... Alors j'ai prévu un petit support pour un peu structurer cette présentation, la faire peut-être avec un peu moins de spontanéité qu'habituellement, mais je sais que j'aurais du mal à m'empêcher d'être spontané malgré tout en vous présentant les slides que j'ai préparés. Alors, c'est parti pour le partage du document. Hop, alors, donc une rapide présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai pris l'habitude depuis ces 5-6 dernières années de me présenter comme jardinier relationnel parce que je pense que tout ce qui se passe dans le vivant peut être largement inspirant pour l'approche de Palo Alto. Et puis quand j'ai fait une thèse il y a une dizaine d'années, j'avais aussi cité un jardinier très célèbre et c'est lui qui m'a donné envie de me baptiser jardinier relationnel parce que j'aime beaucoup les concepts avec lesquels il travaille. Pour vous le dire très rapidement, il y en a deux qui sont principaux. Il a un concept alors il s'appelle Gilles Clément, ce jardinier. C'est notre jardinier qui a fait les jardins du quai du musée Branly, par exemple, ou de l'abbaye de Valloire dans la baie de la Somme, ou du Railleul dans le sud de la France. Gilles Clément a un concept qui s'appelle le jardin en mouvement, dans lequel il explique qu'il fait avec le mouvement des plantes plutôt que contre le mouvement des plantes. Je pense que d'un point de vue interactionnel, on ne peut pas mieux résumer les choses. Faire, par exemple, avec les résistances au changement plutôt que contre les résistances au changement. Ça, c'est un premier concept. Et puis, il a un autre concept que j'aime beaucoup, qui est le concept de tiers paysages, qui sont ce qu'il appelle les délaissés du paysage, qu'il présente comme étant des réservoirs de biodiversité. Et en fait, quand j'ai créé mon activité d'intervenant sur les problèmes relationnels et la transformation des situations de changement, j'ai toujours été très préoccupée de trouver la meilleure position relationnelle. Et ce qui m'inquiétait notamment, c'était aussi toutes ces personnes qu'on avait tendance à placardiser, enfin, dans les entreprises, à enfermer dans un placard dans les organisations. Moi, j'y ai toujours vu un peu comme Gilles Clément, peut-être
là les sources d'imagination, de créativité, qui sont certes moins conventionnelles dans le fonctionnement des organisations, mais ces délaissés de l'organisation, comme on a les délaissés du paysage, nous dit Gilles Clément, qui constituent des réservoirs de biodiversité, est-ce que ces délaissés des entreprises ne sont pas un peu, à contrario, des personnes qui peuvent véhiculer des idées nouvelles auxquelles on n'est pas tout à fait habitué, qui ne sont pas très faciles. Mais donc, si on changeait notre regard vis-à-vis de ces personnes-là, probablement qu'on pourrait y voir là toute une source de progrès et de développement pour les organisations. C'est à ça, en fait, que nous invite l'approche de Palo Alto, que je vais rapidement vous présenter. Donc moi, ça fait 25 ans que je l'utilise. Une de mes particularités, c'est que je suis à la fois un formateur qui partage son savoir-faire et un intervenant. Donc, en fait, ce que je partage au cours de mes formations, c'est toujours un peu le dernier état de mes éléments d'expérience. Il y a toujours une dernière mission qui a eu lieu dont je peux partager les tenants, les aboutissants et la manière dont j'ai géré les choses. J'ai beaucoup de plaisir, en fait. Finalement, mes formations sont nourries par ma pratique. Voilà. En ce qui concerne mon parcours, pour ceux qui connaissent un peu l'approche de Palo Alto, je me suis formé en 96 auprès de l'Institut Gregory Bateson, auprès duquel j'ai été intervenant pendant de nombreuses années aussi. Et puis, finalement, je me suis lancé à mon compte. Et aujourd'hui, dans mes activités, j'ai à la fois une activité de thérapeute, parce que c'est très important aussi du point de vue de l'approche de Palo Alto pour moi de multiplier les occasions au cours desquelles je peux pratiquer les entretiens qui m'aident à décrire les situations d'un point de vue interactionnel et à trouver des stratégies d'accompagnement qui permettent de changer l'inchangeable finalement. Donc plus j'ai d'entretiens et finalement plus je m'améliore avec le temps qui passe. Voilà. Et puis, j'ai aussi une activité d'intervenant et de formateur. Et pour mon activité de formateur, je suis certifié Calliope. On vient avec Carole de renouveler brillamment notre certification pour les 18 mois qui viennent. Et on est très content de ça. Et donc, ça ouvre un certain nombre d'opportunités de financement de la formation. Alors, pas avec le CPF, bien entendu, mais auprès des OPCO. Pour ceux qui travaillent avec des OPCO, c'est tout à fait possible dans le cadre de nos formations. En ce qui concerne mes interventions en entreprise, c'est ce que j'adore faire, en fait, et elles sont essentiellement tournées vers la résolution des conflits, vers l'accompagnement des changements difficiles, parce que d'un point de vue systémique, c'est pas facile de faire changer les organisations. Et puis, en matière de coaching, parce que je pratique aussi le coaching depuis une vingtaine d'années, je pense que l'approche de Palo Alto est particulièrement intéressante dans ce que j'appelle les coachings sous contrainte. Et Dieu sait ce que l'on peut en rencontrer dans le monde des organisations, où des commanditaires désignent des personnes pour aller se faire coacher, ce qui n'est pas nécessairement les contextes les plus favorables pour obtenir des changements, mais néanmoins avec cette approche interactionnelle, on a des manières de travailler avec les commanditaires qui finalement les transforment en des partenaires de la transformation de la situation. Alors, ensuite, mince, voilà. Donc, cette approche de Palo Alto, elle a été créée, on va dire, je vais situer une origine, c'est pas tout à fait l'origine exacte, mais en 1956 par Gregory Bateson. Alors, Gregory Bateson, c'est un anthropologue anglais qui travaillait avec une équipe de 4-5 personnes à l'époque. Ils avaient monté un groupe qui s'appelait le groupe Bateson. Et ils ont sorti en 1956, c'est de là, je vais dire, que date le début de l'approche de Palo Alto, un article qui a mentionné que comme explication à l'existence de la schizophrénie, finalement, l'existence de situations de double contrainte. Alors, les situations interactionnelles de double contrainte sont des situations dans lesquelles, finalement, les personnes sont coincées de toutes parts. Quoi qu'elles fassent, elles resteront systématiquement dans l'erreur, dans la mauvaise réponse, et donc, à un moment donné, elles décompensent.
Et voilà, c'est un article qui a fait d'acte parce que finalement, on passait d'une logique d'explication d'une difficulté psychologique, d'une logique intrapsychique à une logique qui devenait une logique interactionnelle. Et en fait, dans les années 70, d'autres psychiatres se sont saisis des travaux de Gregory Bateson pour créer le BTC, le Brief Therapy Center de Palo Alto, et les journalistes français ont baptisé cette démarche l'école de Palo Alto dans les années 70-80. Alors ça remonte un peu, on pourrait se dire ben, rien de récent là-dedans, mais vraiment, je suis très sérieux quand je dis que ça va encore inspirer des dizaines et des dizaines d'années à venir, parce qu'on a tous énormément de progrès à faire dans notre manière d'interagir selon les situations. Et donc le titre Changer l'inchangeable, il n'est pas tout à fait de moi quand même, mais c'est le titre d'un ouvrage qui a été écrit par Richard Fish et Karine Schlanger. En anglais, en fait, c'était le titre en anglais, Changing Unchangeable. Et voilà, Richard Fish et Karine Schlanger ont été des éminents thérapeutes du Mental Research Institute de Palo Alto, plus particulièrement du Brief Therapy Center de Palo Alto. Donc, c'est d'eux que partit le mouvement. Et puis j'ai envie de dire, dans les années 90, il y a Lucy Gill, qui était une consultante américaine, qui a travaillé avec l'équipe de Palo Alto et qui s'est intéressée à l'utilisation de cette approche dans le milieu de l'entreprise. Et moi, en 96, quand j'ai découvert l'approche de Palo Alto, en fait, ça m'a fasciné tout de suite. Je me suis dit, mais mon métier, ça devrait être ça devrait être d'amener cette approche de Palo Alto dans le monde des entreprises, parce qu'il y a quelque chose qui est efficace, élégant, économique. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de créer Interaction et Changement, mon entreprise, pour promouvoir ce modèle à l'intérieur des organisations. Alors, cette approche représente un changement de paradigme qui est caractérisé par une position non normative, non pathologisante, mais responsabilisante. Non normative parce qu'on ne sait pas mieux. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment une manière de travailler qui est très différente. C'est-à-dire que nous, on n'essaye pas de faire rentrer nos clients dans des petites cases, enfin, les coincer dans une pratique qui devrait être la bonne pratique. On ne sait pas mieux que nos clients quelle est la bonne pratique, donc ça c'est le côté non normatif. Et puis je crois qu'on a aussi des modes d'intervention qui sont peu habituels, donc on pourrait ranger ça aussi dans la catégorie non normative de notre mode d'intervention. Le côté non pathologisant, alors c'est inspiré de l'approche thérapeutique, j'ai envie de dire, mais qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise de toute façon. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre démarche, et ça, je pense que c'est un apport de l'approche qui est très important, on ne colle pas des étiquettes, on ne porte pas des jugements sur les fonctionnements, mais plutôt on est très curieux en fait des fonctionnements qui peuvent apparaître inhabituels. Parce que du point de vue de l'approche de Palo Alto, ben, finalement, même les comportements les plus bizarres sont logiques du point de vue des personnes qui les produisent. Alors c'est un peu à nous à enfiler notre costume ou notre équipement d'anthropologue pour aller à la recherche, à la compréhension de la logique en fait de ces comportements qui nous échappent. Et l'approche est responsabilisante, et ça, c'est passionnant aussi avec cette approche, le côté responsabilisant, parce que responsabiliser, c'est pas dire aux personnes, tu es responsable, tu dois faire ceci, tu es responsable, ça ne fonctionne pas, mais plutôt, c'est le fait de créer des conditions, en fait, qui vont permettre aux personnes accompagnées de se déterminer si elles souhaitent ou non engager des changements. Mais c'est elles qui choisissent. Donc, il y a une grande posture, en fait, qu'on va travailler du point de vue de l'approche de Palo Alto, qu'on soit manager, qu'on soit intervenant extérieur, intervenant interne, etc., ou dirigeant ou dirigeante. Cette posture consiste à ne pas vouloir le changement plus que les personnes accompagnées. Parce que si vous voulez plus le changement que les personnes accompagnées, eh bien finalement, vous êtes la personne la plus motivée pour essayer de produire le changement, et les autres n'ont plus qu'à se reposer sur vous pour vivre tranquillement sans remettre trop en cause les éléments de leur mode de fonctionnement.
Je le disais tout à l'heure, donc moi j'ai trouvé tout de suite une approche qui était élégante, efficace et économique. Élégant parce que c'est très subtil, il faut vraiment beaucoup jouer, il faut être très ouvert dans notre manière de nous intéresser aux difficultés. Efficace parce que c'est sidérant, parce que c'est efficace immédiatement. En fait, on peut, si on donne le coup de marteau au bon endroit, en fait, eh bien, on arrive à provoquer des changements qui sont extrêmement spectaculaires. Et puis économiques, parce qu'effectivement, on est dans des accompagnements qui sont des accompagnements brefs, on va dire, c'est quelques séances pour transformer les situations. Donc, pour moi, c'est vraiment une approche qui devrait se pratiquer dans toutes les entreprises si les entreprises voulaient encore faire des économies demain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut résoudre comme problème avec l'approche de Palo Alto? Alors, l'approche est particulièrement utile dans le champ managérial, notamment pour les... Alors, en fait, cette approche est particulièrement intéressante pour les situations qui sont des situations de difficultés relationnelles récurrentes. Mais comme on en connaît tous finalement, parce que tout le monde me dit, oh là là, mais tu ne dois pas manquer de travail, parce qu'effectivement, dans toutes les organisations, quelle que soit leur nature, on trouve comme ça un certain nombre de difficultés relationnelles qui sont des difficultés récurrentes. Eh bien, l'approche de Palo Alto est particulièrement adaptée à ces situations de difficultés relationnelles récurrentes face auxquelles on a essayé énormément de choses qui n'ont pas fonctionné et puis on est un petit peu désespéré, on ne sait plus quoi faire. Alors là, voilà, quand on est bien désespéré, finalement, c'est le meilleur moment pour commencer à pratiquer l'approche de Palo Alto. Et puis, alors moi j'ai un peu extrapolé dans mon expérience d'utilisation de cette approche dans le monde des organisations. Et notamment, je trouve qu'il y a des choses très élégantes à faire aussi dans l'accompagnement des résistances au changement, parce que, enfin, pour le dire très rapidement, les systèmes humains, quand ils fonctionnent bien, ils résistent bien au changement. Et donc, il y a une façon élégante, en fait, de travailler avec les résistances au changement qui nous est donnée par cette approche. Et comme le disait Gilles Clément, on va s'appuyer sur les résistances au changement plutôt que de travailler contre les résistances au changement. Alors, elle est utilisable. Bon, il y a une infinité de situations dans lesquelles elle est utilisable. Pour des systèmes qui sont des plus petits jusqu'aux plus grands, puisque je crois que l'intervention la plus large que j'ai pu faire, j'ai dû la faire sur un système où il y avait 3000 personnes qui travaillaient les unes avec les autres, mais c'est valable pour deux collaborateurs qui ne s'entendent pas, pour un chef qui a un problème avec un collègue, pour un comité de direction qui est complètement euh, au bord du désespoir parce que l'ambiance relationnelle est vraiment épouvantable entre les uns et les autres, ou que tout le monde a envie de se débarrasser du chef, un peu un exemple que j'ai pris pour aujourd'hui. Mais ça peut être en extrapolation, et on a Emmanuel qui est avec nous aujourd'hui, qui, elle, l'utilise dans l'éducation nationale. Et c'est vraiment extrêmement touchant de voir comment Emmanuel a changé sa position relationnelle dans plein de situations et obtient des résultats très différents avec les parents, avec les professeurs, avec les directeurs des écoles. Pour une fois, c'est moi qui parle à la place d'Emmanuel, mais elle nous en dira peut-être quelques mots tout à l'heure. Ensuite, j'ai essayé de résumer quels étaient les bénéfices de cette approche. Donc, moi, ce qui m'inspire beaucoup, en fait, avec cette approche, c'est que je trouve que c'est une approche qui redonne des marges de manœuvre par rapport à des situations bloquées. C'est tout à fait séduisant, parce qu'en fait, il y a quelque chose je trouve, de désespérant quand on est pris dans des situations qui sont bloquées, on a le sentiment d'avoir tout fait, que rien ne fonctionne, etc., etc. Et en fait, l'approche, parce qu'elle part de nos tentatives de solutions infructueuses, finalement, eh bien, elle nous permet de retrouver une marge de manœuvre, parce que aussi, comme elle part du principe que la situation bloquée résulte
d'une boucle interactionnelle qui n'est pas fructueuse, je vous expliquerai ça tout à l'heure aussi, eh bien, il suffit qu'une des parties bouge pour que la situation se transforme. Donc, en fait, même les plus désespérés, on a la possibilité de retrouver une marge de manœuvre par rapport à ces situations qu'on a tant de mal à faire changer. Et je vous donnerai le secret tout à l'heure. Donc finalement, il y a quelque chose qui est enthousiasmant là-dedans, ça fait baisser les tensions, on se sent moins sans solution, moins coincé. L'approche, ça c'est finalement à l'expérience, moi je vois elle agit sur un déblocage de la situation, donc elle recrée de la souplesse relationnelle dans les situations dans lesquelles on intervient, elle recrée très rapidement de la souplesse relationnelle, ce qui parfois n'est pas très facile en matière de résolution de conflits, parce que par exemple, si on règle un conflit dans un mode de trouver un compromis, ben, finalement tout le monde reste un peu sur son quant à soi et c'est pas très fructueux. Enfin, on a presque deux parties qui sont frustrées, j'ai envie de dire, alors qu'avec l'approche de Palo Alto, il s'agit en fait de raccommoder. J'aime bien ce terme, je trouve que c'est un joli terme, raccommoder une qualité relationnelle, une souplesse relationnelle. En fait, voilà, elle ouvre des nouvelles voies de résolution de conflits, de facilitation de changement, de transformation relationnelle en jouant justement sur nos tentatives de solutions infructueuses et elle nous amène à résoudre de manière créative les conflits. C'est peut-être, alors, c'est le côté le plus amusant dans l'approche parce qu'en fait, cette approche, elle va nous demander en fait de lâcher des habitudes, elle va nous demander d'entrer dans des manières très différentes d'exercer du contrôle par rapport aux situations, elle va nous demander d'être beaucoup plus responsabilisant et d'oser donc entrer dans des champs de responsabilisation qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Et en fait, c'est très apprenant pour nous et c'est très apprenant pour les autres. Et puis, j'ai terminé peut-être sur un dernier avantage de l'approche, parce que j'ai envie de dire, réparer ou raccommoder, comme je le disais tout à l'heure, une interaction qui ne fonctionne pas bien, c'est parfois aussi savoir faire en sorte qu'elle s'arrête. Et j'ai un de mes clients, chéri, qui dit de moi qu'ils adorent bosser avec moi parce que finalement, les gens démissionnent tout seuls. Alors j'ai mis, voilà, ça facilite, c'est aussi une approche qui permet de faciliter les séparations sans que tout le monde soit totalement désespéré, j'ai envie de rajouter. Alors, il y a 4 grands piliers en fait dans cette approche à l'intérieur desquels se nichent en fait tous les secrets méthodologiques de l'approche de Palo Alto. Si les situations sont si bloquées, si les situations sont si difficiles à faire changer, c'est parce que, en dépit de notre créativité, de notre imagination, dans laquelle on a l'impression de faire des tas de choses différentes, et je pense qu'il y a plein d'élèves qui sont là aujourd'hui qui pourraient en témoigner, finalement, on passe notre temps à faire plus de la même chose qui ne sert à rien. En fait, en fait, pourquoi les situations sont bloquées, pourquoi on n'arrive plus à changer un certain nombre de situations? Bien parce qu'on insiste toujours sur la même tentative de solution, en fait, c'est pas la même tentative de solution, mais c'est plutôt le même thème de tentative de solution. En fait, pour toutes les situations où on est archi bloqué, on pourrait résumer tous nos efforts pour les faire changer à un seul et même message que l'on répète incessamment sans que ça produise les résultats attendus. On essaye de changer un comportement et on dit à la personne d'arrêter de se comporter comme ça, par exemple. On essaye de se déstresser soi-même et plus on doit se répéter, et plus on se répète qu'on ne doit pas être stressé, plus on essaye de faire diversion, plus finalement le stress monte. Ça, c'est pour nous-mêmes. Et puis on essaye d'expliquer aux autres qui est le plus fort, et plus on essaye d'expliquer aux autres plus on est le plus fort, et plus on nourrit en fait la résistance et ben, des actions finalement en retour qui ne font que
monter les enchères dans la situation. Donc ça, il faut sortir finalement, un des secrets, c'est de savoir sortir du toujours plus de la même chose qui nous échappe et qui nourrit en fait le blocage des situations. Ensuite, un deuxième secret de l'approche, c'est de trouver un client pour un changement, en fait. En fait, il y a plein de situations où les donneurs d'ordre pourraient être d'excellents clients pour le changement, mais ils nous désignent finalement des personnes à faire changer. Prenons une situation managériale où un manager est embêté avec des collaborateurs, il va essayer de faire un message pour passer un message pour faire comprendre à son collaborateur qu'il devrait se comporter différemment, etc., etc. Mais le collaborateur, lui, n'est pas embêté. Imaginons qu'il arrive systématiquement en retard et que ça pose un problème dans le fonctionnement des équipes. Lui, il a toujours une bonne excuse, lui, il a toujours une manière un peu de s'échapper de la situation, et les embêtements sont pour le ou la manager, pour les autres, quoi, mais pas pour lui. Donc, c'est pas en lui disant tu dois changer qu'on obtiendra davantage de changements. Mais ce sera plutôt en faisant en sorte que son attitude et son comportement qui nous horripile, qui nous exaspère, qui nous désespère presque, deviennent un problème pour lui, qu'éventuellement on verra apparaître des changements. Là résidera le secret. Donc, les clients pour les changements ne sont pas nécessairement les personnes désignées pour un changement. Le client va se trouver ailleurs. Et quand on travaille avec celui qui est véritablement client pour un changement, eh bien, on va 3 fois plus vite pour transformer les situations. Donc, il y a des enjeux vraiment très importants dans le repérage finalement de ces personnes qui sont les plus facilement leurs clients pour un changement. Ça veut dire ceux qui sont le plus facilement mobilisables pour sortir de leur tentative de solution, pour faire différemment dans les interactions avec les uns et avec les autres. Autre pilier, on est trop gourmand en matière de changement, j'ai envie de dire, moi qui suis un spécialiste de l'approche de Palo Alto, et si je dois tirer les oreilles aux uns et aux autres, ce serait en disant, vous avez souvent les yeux plus gros que le ventre en matière de changement, et il y a quelque chose qui est vite démobilisant, désespérant, pardon, de ce point de vue-là. Et je trouve que l'approche de Palo Alto est très importante et très intéressante à ce titre parce qu'en fait, elle va se focaliser finalement sur des premiers signes de changement. Quand les gens vont très mal, je ne leur demande pas qu'est-ce qui leur fera dire que ça ira mieux. Je leur demande tout simplement de me dire qu'est-ce qui leur fera dire, qu'est-ce qui pourrait se passer dans la situation qui leur ferait dire que ça commence juste un peu à aller moins mal. Et en fait, c'est une manière de rendre le changement finalement beaucoup plus accessible. Et puis, ça donne du courage. Parce que quand on a réussi à atteindre un premier signe de changement, c'est fou le nombre de personnes qui ont envie d'aller plus loin. C'est fou le nombre de personnes qui ont qu'une envie, c'est d'amplifier encore ce mouvement-là. Et donc, l'idée, ben, voilà, c'est de produire en fait un effet boule de neige par rapport à la situation. Et puis le dernier secret, alors souvent l'approche de Palo Alto pardon, est connue pour son approche paradoxale. On parle voilà, d'un 180 degrés dans lequel il faut aller par rapport à notre tentative de solution, mais tout ça c'est quand même relativement compliqué à faire, j'ai envie de dire. Et donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus accessible en termes de transformation des situations, c'est d'éviter de faire plus de la même chose qui ne fait qu'alimenter le problème. Voilà. Moins on produira nos tentatives de solution habituelles, plus la situation pourra potentiellement se transformer et très rapidement. Voilà, je vous ai parlé de boucle interactionnelle, je vous la montre en 2 mots. Imaginons donc, en fait, là est l'explication en fait des problèmes du point de vue de l'approche de Palo Alto. Prenons une situation entre Alain et Bruno que certains d'entre vous connaissent parce qu'ils ont suivi la formation. On a Alain qui est un responsable de service qui vient d'embaucher le jeune Bruno, et puis eh bien comment dire, l'intégration de Bruno ne se passe pas dans de bonnes conditions. La relation se tend entre Alain et Bruno, et en plus de ça, ils doivent travailler encore l'un avec l'autre pendant les 2 années qui vont venir.
Et, euh, et puis, plus le temps passe et plus la relation se crispe. Alors, la relation se crispe parce que Bruno essaye de tout faire pour prouver qu'ils ont eu raison de l'embaucher, qu'il est l'homme de la situation, qu'il sait faire des tas de choses nouvelles. Et plus il essaye de prouver ça, plus Alain, lui, se sent poussé dans le dos, poussé à la retraite, parce qu'il doit partir à la retraite, il a l'impression qu'on va le virer beaucoup plus tôt. Et fort logiquement, parce qu'il se dit il veut ma peau, eh bien, il a tendance à rejeter systématiquement les idées de Bruno. Qui Bruno, voyant ses idées rejetées, dit je m'y suis mal pris, j'ai mal expliqué, il veut rien entendre ce vieux-là, etc., etc. Et donc il revient toujours avec, il trouve toujours une nouvelle idée pour essayer de prouver qu'il est l'homme de la situation. Et donc l'un et l'autre, en fait, involontairement, passent leur temps à bloquer la situation. Et donc, à qui la faute? Mais c'est difficile de dire à qui la faute. Moi, je préfère dire que les deux s'y prennent comme des patates. Et donc, j'essaye d'en trouver un parmi les deux qui aurait envie de faire différemment, en fait. Alors, soit Alain, mais Alain, il n'est pas facile à mobiliser dans cette situation-là. Soit Bruno, bah oui, parce que lui, il a essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché, donc j'ai peut-être plus de chance de succès de son côté. Et donc, je vais inviter, par exemple, Bruno à aller poser des questions à Alain, à douter un peu de si. Donc voilà, tout va résider dans l'art et la manière de l'inviter à faire ce premier pas vers Alain, alors qu'Alain le désespère. Mais je pourrais faire exactement la même chose du côté d'Alain, dont il ressent que son autorité est bafouée, et je pourrais lui indiquer qu'il y a d'autres manières d'aider Bruno à se rendre compte qu'il ne connaît pas tout par la situation et qu'il lui reste des choses à apprendre. Par exemple, en laissant Bruno faire quelques erreurs qui ne seraient pas dangereuses ni pour l'entreprise ni pour qui que ce soit, mais qui montraient assez stratégiquement que Bruno a encore des choses à apprendre dans la situation. Et donc, vous voyez, du point de vue d'approche de Palo Alto, on dit ben, c'est cette boucle-là qui est le problème. C'est la manière dont chacun décode l'attitude et le comportement de l'autre, qui nourrit fort logiquement sa façon de réagir, mais sa façon de réagir devient une information pour l'autre parce qu'il décode aussi cette manière de réagir et son décodage influence sa manière de réagir qui devient une information aussi pour l'autre. Et donc le problème, c'est cette boucle-là. Et donc intervenir, changer l'inchangeable, eh bien, c'est changer la boucle en s'appuyant soit sur l'un, soit sur l'autre. On n'a pas besoin que les deux soient d'accord pour que ça fonctionne. Si les deux sont d'accord pour avoir un coup de main, on va 3 fois plus vite. C'est encore plus amusant. Donc peut-être 2 exemples maintenant et puis je répondrai à vos questions. Je vois que le temps tourne. Je ne m'en rends pas nécessairement compte quand je parle avec vous. J'ai pu faire une intervention, par exemple, dans un comité de direction où je vous disais les proches collaborateurs du chef de service, parce que ça se passait pas en France, donc on parlait d'un chef de service et de ses responsables de division, avait écrit à l'homme politique, parce qu'on était dans une collectivité territoriale, qui voulait se débarrasser de ce chef de service qui écoutait rien et avec lequel rien ne fonctionnait. Donc la DRH avait fait 2 burn-out où on est arrivé dans la situation d'affilée. Elle était jeune, c'était difficile pour elle aussi. Et donc j'ai réalisé dans cette intervention un diagnostic interactionnel qui a permis de mettre en évidence l'état actuel de fonctionnement du système, l'état actuel de fonctionnement du comité de direction, et de partager avec toutes les personnes concernées que je n'avais pas mal compris cet état de fonctionnement. Mais en fait, en partageant cette bonne compréhension, en validant en fait le travail de reformulation, l'intérêt c'est que je fixe les personnes sur une position relationnelle. Et comme après, je vais venir avec mon explication en boucle interactionnelle, eh bien finalement, si tout le monde est d'accord avec moi au départ sur le fait que j'ai bien reformulé leur position, eh bien j'ai co-responsabilisé les différentes parties dans cette situation-là, et ça devient beaucoup plus facile pour moi de les mettre en mouvement. Et donc pour le faire, donc là, voilà, j'ai restitué, ça a été un moment fort de l'intervention, puis après il y a eu un petit séminaire, puis après je les ai accompagnés pendant 8 mois, pendant une journée au cours de laquelle je faisais un mix de temps d'accompagnement individuel pour le chef de service, la DRH, le secrétaire général, et puis des temps plus collectifs où on travaillait ensemble.
Et en fait, tout au long de ces 8 mois, on a entièrement réorganisé le service de 650 personnes. La réorganisation du service est passée comme une lettre à la poste parce qu'on a beaucoup travaillé sur les inconvénients du changement avec les uns, avec les autres, et c'était vraiment extrêmement fructueux, ce qui, en fait, lors de la conclusion de cette mission, a amené le chef de service à me dire: Monsieur Millet, il faut que je vous dise quelque chose. Au départ, vous m'avez bien énervé avec vos changements minimums, mais je suis obligé de constater qu'on a fait un chemin au cours de cette mission que jamais j'aurais pensé réalisable dans le cadre d'une mission d'accompagnement comme celle-ci. Voilà. Et puis là, je vais prendre peut-être plus un exemple managérial. Bon, là, ça met aux prises une directrice générale et un collaborateur chargé de l'export sur l'Allemagne d'un certain nombre d'activités. Et donc, ce collaborateur-là était quelqu'un d'extrêmement brillant, très fort, beaucoup de résultats au niveau de résultats. Sauf que sur le plan relationnel, c'était une catastrophe. En fait, il exaspérait, il désespérait tout le monde, ses collègues, ses collaborateurs, les clients. Nombreux étaient ceux qui avaient des relations difficiles avec lui, mais en revanche, dans ce qu'il faisait, il avait un côté vraiment génial. Donc finalement, un peu le choix entre la peste et le choléra. Alors, la directrice générale s'est saisie du problème et elle y a mis beaucoup, beaucoup d'énergie pour essayer d'obtenir qu'il ait une attitude et un comportement différents. Et donc, elle a fait tout ce qu'il était en son pouvoir pour essayer d'obtenir des changements d'attitude, de comportement chez son collaborateur. Elle l'a engueulé, elle l'a envoyé en formation, elle lui a mis dans ses KPI, elle lui a proposé une prime, elle l'a invité au restaurant, elle lui a dit gentiment, elle lui a dit, mais plus, avec un ton de voix beaucoup plus affirmé, etc., etc. Mais rien n'y faisait. Donc, on en a parlé ensemble et on est parti du principe que ce collaborateur ne changerait pas, en fait. Et donc là, vous voyez, mon client dans cette situation, c'était plus la directrice générale que le collaborateur en question. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'examiner quelles étaient les tentatives de solution de la directrice générale qui n'avaient pas fonctionné, et je l'ai invité à faire différemment. Et pour l'inviter à faire différemment, la première réflexion vers laquelle je l'ai emmené, c'est de lui dire, mais s'il ne change pas, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous organiser? Et elle m'a dit, ben, s'il ne change pas, bon, ça m'embête de me passer de sa collaboration parce que je ne peux pas faire autrement, mais en revanche, peut-être que je vais éviter de multiplier les problèmes. Donc, le prochain projet sur l'Allemagne, lui qui adore intervenir en Allemagne, je ne vais pas pouvoir lui confier, je vais le confier à quelqu'un d'autre. Elle avait trouvé une idée à qui le confier et elle l'en a informé. Et en fait, c'était très intéressant parce que au moment où elle en a informé, eh bien lui a pris conscience qu'il y avait quelque chose peut-être qui allait lui échapper dans la situation. Et en même temps, s'il n'avait pas changé d'attitude et de comportement, ma directrice générale avait trouvé d'autres moyens de pallier la difficulté à laquelle elle était confrontée de manière récurrente. Donc voilà, tout ce que je vous explique là, je le partage à l'occasion des formations. Et aujourd'hui, je propose une formation en 3 fois 2 jours qui s'adresse à des managers et à des intervenants internes et externes. Alors, j'ai la chance actuellement de travailler avec des équipes de consultants internes dans des organismes nationaux, voilà, qui existent sur l'ensemble du territoire dans le domaine de l'énergie. Et donc, ces personnes ont suivi cette formation de 3 fois 2 jours. Et après, je fais un travail avec eux depuis maintenant 3-4 ans de co-développement. Et en fait, c'est vraiment sidérant parce qu'ils ne font plus leur métier d'intervenant interne de la même manière. De la même façon que les managers que j'ai eu l'occasion de former me disent, ah mais moi, en fait, j'arrive à avoir une influence beaucoup plus forte sur la transformation de ces situations maintenant que j'en ai une lecture plus interactionnelle. Alors j'ai un projet là, dans les mois à venir, on va essayer pour 2024 de lancer une formation spéciale pour les managers en 2 fois 2 jours. Il y a des aspects où ils sont un peu moins
concerner que les intervenants extérieurs, comme par exemple le diagnostic interactionnel. Je pense que c'est un peu plus compliqué à réaliser pour un manager interne, c'est plus facile pour un intervenant externe, ou des accompagnements individuels. Mais donc là, je suis en train de mettre la formation au point et une certification auprès de France Compétences sur ce management interactionnel, finalement. On pourrait le baptiser comme ça. Ce qui est important dans la formation, quelles sont les compétences qui sont travaillées dans la formation? Eh bien, en fait, une compétence que l'on a tous relativement peu, c'est d'être capable de décrire une situation de blocage managérial d'un point de vue interactionnel. On a tous un peu le réflexe d'essayer de mettre en évidence pourquoi la situation est difficile, qui est responsable de ce qui se passe, etc., etc. Mais et donc on a un peu ce réflexe un peu systématique d'aller chercher des explications. Ça, c'est vraiment très, très fort dans nos modes habituels d'intervention. Alors que du point de vue de l'approche de Palo Alto, on va plutôt mettre l'accent sur la description et la description des effets, des inconvénients de la situation. Et déjà, cette mise à plat, plutôt en termes de description, va ouvrir des marges de manœuvre. Après, je pense que ce qui est très intéressant dans la formation, finalement, c'est tout le travail qu'on fait autour de la posture. Emmanuel, qui est avec nous, disait qu'elle avait beaucoup changé aussi sa posture interactionnelle et que ça l'aidait énormément maintenant dans l'accompagnement, donc dans le champ de l'éducation avec ses interlocuteurs quotidiens. On apprend alors dans la formation de 6 jours à réaliser un diagnostic interactionnel. Ça, c'est vraiment la méthode privilégiée d'intervention sur un système qui est large, donc qui va dépasser 2-3 personnes, j'ai envie de dire. Et puis, ce qu'on apprend, c'est à mettre au point une intervention stratégique. Parce que mettre au point une intervention stratégique, ça demande de repérer ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné, en extraire le thème, réussir à imaginer l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné, et puis mettre au point cette intervention. Parce que c'est pas facile d'inviter quelqu'un à faire quelque chose. Pour nous, on peut à peu près y arriver pour nous-mêmes parce qu'on est très intéressé. Mais quand il s'agit éventuellement d'amener quelqu'un d'autre à faire très différemment dans une situation, eh bien, ça peut lui paraître totalement illogique. Donc, comment rendre logique quelque chose qui, au départ, paraît illogique? Eh bien, tout ça demande un petit peu d'entraînement et c'est ça que nous travaillons au cours de la formation. Et puis, comme on vise que des premiers niveaux de changement, il y a tout un travail de consolidation du changement qui va être très important. Et une intervention du point de vue d'approche de Palo Alto ne se termine jamais sans un travail de consolidation du changement. Voilà, la prochaine formation, il nous reste encore quelques places. Donc, c'est au mois de novembre, 22, 23, 24 novembre, et puis ensuite 13, 14 et 15 décembre pour ceux qui sont disponibles à cette époque-là. Et puis sinon, on en planifie d'autres aussi sur 2024. Là, il faudra aller voir sur le site du jardinier relationnel où vous avez un lien vers l'ensemble des formations. Et puis, je suis sûre que Carole vous l'a déjà mis dans la discussion, probablement. Et puis pour ceux qui pratiquent déjà l'approche de Palo Alto, je vous attends pour la formation de niveau 2. On en a une qui court là en ce moment, qui se terminera au mois de février. Il faut qu'on reprenne des nouvelles dates avec Claude. Donc je co-anime avec Claude Duterme. On est compagnons d'aventure sur la pratique de l'approche de Palo Alto depuis 25 ans. Et donc, au cours de cette formation de niveau 2, on travaille vraiment sur l'entretien. Il y a énormément de progrès à faire dans notre manière de conduire les entretiens, qu'on soit un manager, qu'on soit un intervenant interne. Voilà, on peut très, très finement augmenter la perspicacité en fait de nos interventions. Et puis je propose aussi, j'ai de nombreux groupes de supervision qui fonctionnent. J'ai vu qu'il y en avait il y avait une information qui avait été faite ce midi pour un nouveau groupe que je lance. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, venez nous rejoindre aussi. On se régale. Au moins 7 fois dans l'année, à chaque fois qu'on se voit, on travaille avec les situations qui sont amenées
par chacun et on n'y réfléchit que d'un point de vue interactionnel et stratégique. Et puis, si vous avez des missions à me confier, ben, elles sont toujours les bienvenues pour donner un coup de main dans un certain nombre de situations, soit l'animation de séminaires, soit et surtout le déblocage de situations, même les plus compliquées. On va se régaler ensemble. Voilà, je pense que c'est terminé comme ça. On peut peut-être ouvrir les micros. Merci à tous pour votre fidélité et votre curiosité pour les nouveaux arrivants.